Comment est-ce que vous êtes arrivé à approfondir un peu sur ce sujet-là? Pourquoi c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, l'ego? Ça vient d'où un peu l'intérêt? J'ai pas eu le choix de m'intéresser à l'ego parce que, je suis médecin à la base, puis je me suis intéressé très tôt à la santé mentale, sans être psychiatre. Je précise ça parce que des endroits où on dit que je suis psychiatre, puis je le suis pas. J'ai fait une spécialité en santé communautaire après mon cours de médecine, donc pour travailler en amont de l'apparition des problèmes, pour les prévenir. Et je me suis intéressé très, très tôt à la santé psychologique parce que j'ai fait un peu de médecine de famille, puis les gens qui rentraient dans mon bureau disaient: «Je le sais pourquoi je suis malade». Puis ils me parlaient de ce qui se passait dans leur tête. Alors, il y avait leur explication et ça m'intéressait autant que le problème de santé pour lequel ils venaient, même s'il y a mal à l'estomac, mal au dos, peu importe. Alors donc je me suis intéressé à la souffrance humaine d'origine psychologique et un des objectifs dans ma vie, c'était de humblement contribuer à apaiser cette souffrance et j'ai fini par découvrir qu'il y avait une partie de cette souffrance-là qui était inutile. Il y a une partie de la souffrance humaine qui, évidemment, a son utilité. Je dis toujours que si j'ai mal aux dents, ben, ça va me permettre de consulter pour découvrir ce qu'il y a là. Mais il y a une partie de la souffrance humaine qui est fabriquée par un discours qui est à l'intérieur de ma tête, qu'on peut apaiser. Et la souffrance s'apaise en transformant le discours. Et quand on s'intéresse à ça, on n'a pas le choix. Arrive un moment où on bute sur la question de l'ego. J'ai vu une petite vidéo à un moment donné, je me souviens plus qui avait dit ça, mais je trouvais ça très intéressant. C'était, un homme qui marchait sur une route, puis il rencontre un moine bouddhiste. Je suis pas un expert du bouddhisme, mais pas du tout. Il rencontre un moine bouddhiste, puis il se dit: «Ah, je vais enfin savoir ce qu'est le bouddhisme». Alors, il arrête le moine, puis, il lui demande: «Qu'est-ce que le bouddhisme?» Et il pense qu'il va avoir une réponse très, très longue, là. Le moine répond: «C'est très simple. Pas d'ego, pas de souffrance. Pas d'ego, pas de problème». Quand j'ai vu ça, ça a fait: «Il faut absolument que je creuse la question de l'ego». Alors, j'ai pas arrêté depuis. Ça fait des années que je fouille cette question-là. Mmh. Vous avez travaillé beaucoup dans le côté professionnel, avec des gens, qui avaient des difficultés professionnelles, au niveau mental, là. Oui, Est-ce que vous avez fait, ça, vous avez fait ça quand même longtemps aussi? oui, tout à fait. J'accueillais des personnes qui étaient devenues dysfonctionnelles au travail et l'objectif, je dirais le contrat qu'on passait ensemble, c'était que je les accompagnais dans un retour au travail, les aider à retourner travailler. Parfois, c'était le même travail, parfois c'était un autre, mais qu'ils puissent se retourner travailler. Puis, en creusant ça ensemble, on découvrait une des dynamiques de l'ego, c'est-à-dire que ces gens-là s'étaient tellement identifiés à leur travail, elles étaient devenues leur travail, et comme ça ne fonctionnait plus dans leur travail, elles ne fonctionnaient plus. Je suis mon travail. Si le travail n'est plus là au cœur de mon existence, je ne suis plus, je n'existe plus. En fait, le travail a beaucoup de fonctions, c'est sûr. Permet de gagner son pain, sa nourriture. Ça permet de donner un sens à sa vie aussi, une direction, une orientation. Ça crée des liens avec d'autres personnes. Ça permet de meubler le temps. Il y a ça aussi, on oublie souvent ça, mais le travail permet à des gens de meubler leur temps. Mais il devient, à un moment donné, identitaire. Et là, il y a un exemple que j'aime beaucoup donner qui va nous permettre d'aller déjà en profondeur dans la question de l'ego. Mais mon père avait 56 ans, puis il a été convoqué avec tous les hommes de 50 ans et plus de l'endroit où il travaillait, le mercredi après-midi à 4 heures, dans un petit local. Il y avait juste des hommes de 50 ans et plus dans ce local. Et ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Et on leur a dit: «Vous partez dans 2 jours». Il n'y avait pas de fonds de pension dans cette entreprise-là. On leur a quand même donné une année de salaire puis un crayon. Mon père avait jamais été malade de sa vie. Il faisait du sport, ski de fond. Bon. 3 mois plus tard, au cours d'un souper de famille, je me suis retourné vers lui. Il était blanc comme un drap. Il transpirait abondamment, il tremblait comme une feuille. Il me dit: «Serge, je vais vraiment pas bien». Je m'approche de lui, je prends son pouls. Il a un rythme cardiaque très irrégulier. Je l'amène, à l'urgence. Il a été soigné, mais l'image que j'oublierai jamais, il est assis sur une civière dans sa petite chemise d'hôpital. Il a pris ma main et il dit: «Tu sais, je suis devenu un déchet social». Moi, cette phrase-là m'a frappé en plein front, comme un coup de massue. Je me dis: «Qu'est-ce qu'il raconte?»
Là, j'ai compris qu'il était tellement identifié à son travail que je suis mon travail. Ayant perdu son travail, je ne suis plus. Je n'existe plus. Et dans une société où on valorise beaucoup la performance, l'excellence, etc., il a fabriqué une nouvelle identité. Je suis un déchet social. Ça a pris des mois avant qu'il découvre ce qu'il était vraiment, qu'il n'était pas son travail. On peut faire un travail extraordinaire. Le travail peut devenir une passion, nous alimenter sans qu'on soit son travail. Mhm. Hmm. Une des raisons justement pourquoi je voulais vous inviter sur le podcast aussi, c'est bon, là, l'exemple que vous donnez avec le travail. Je pense que c'est quand même l'ego, c'est quelque chose que, oui, on parle de dans le travail, mais tu sais, c'est quelque chose qui touche tout le monde Ouais. dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant d'en parler. Peut-être avant d'aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut définir l'ego? Parce que là, on donne des exemples, mais tu sais, c'est quoi l'ego? J'ai vraiment le goût de te dire merci de poser cette question-là. Non, sérieusement, parce que on en parle presque tous les jours maintenant. On en parle à la télé, on en parle à la radio, on parle d'un politicien, on parle d'un artiste. Mhm. Ah, il y a un gros ego, ah, c'est son ego. Un politicien, pour ne pas le nommer, qui habite au sud de la frontière, qu'on connaît bien, qui a les cheveux très blonds. Et on parle de son ego régulièrement, mais quand est-ce qu'on définit ce que ça signifie, l'ego? Et j'ai des conversations avec beaucoup de personnes autour de moi au sujet de la politique internationale, évidemment, à travers l'époque qu'on traverse. Puis quand on aborde la question de l'ego, je pose souvent la question à des amis. C'est quoi l'ego? Puis je m'aperçois que les gens avaient l'impression qu'ils ou qu'elles savaient ce que c'était. Mais quand on s'arrête pour poser la question, c'est tellement difficile à définir. Alors, pour définir l'ego, il faut parler d'un processus. J'utilise de moins en moins d'ailleurs le mot égo. Je parle plus d'une activité, moi, une activité égoïque. Parce que quand on parle d'ego, c'est comme si il y avait une entité qui existait. Et j'aime encore le discours des bouddhistes là-dessus. Ils disent il n'y a pas d'entité égo au même titre qu'on peut parler d'un cœur, du foie, des reins, du cerveau. On parle de l'ego comme si c'était une entité. Mais quand on s'arrête, c'est pas une entité qui est à l'intérieur de l'organisme. Alors, il faut parler d'un processus. Et on sait qu'il y a dans le cerveau humain un processus qui s'appelle le processus d'identification, qui fonctionne à partir de très tôt dans la vie. Peut-être entre 8 mois et 2 ans. Bon. Et déjà, un enfant s'identifie à son doudou. Après ça, il va s'identifier à ses parents, il va s'identifier plus tard à quelqu'un à la maternelle, un professeur. Ça dure toute la vie, ce processus-là. Il fabrique ce que je me permets d'appeler, parce que j'ai créé une espèce de vocabulaire pour expliquer ce que j'ai observé en soignant des personnes. Il fabrique ce que j'appelle des pelures identitaires. Parce que je compare maintenant l'ego à un oignon OK. qui serait fait d'innombrables pelures identitaires, qui continuent d'ailleurs à s'ajouter tout au cours de la vie, qui se transforment. Là, il y a une question qui surgit, à laquelle j'ai eu à faire face aussi au cours de ma vie. Est-ce que ça a toujours existé, l'ego? Est-ce que c'est apparu en cours d'évolution ou c'était là, quelque part, à l'origine même de la vie? Et d'après certains philosophes, ça, je trouve ça hyper intéressant, dont un qui s'appelle Krishnamurti, un philosophe indien, lui, il ne croit pas que l'ego a toujours été là. Il croit qu'il est apparu en cours d'évolution. Il croit, entre autres, que c'est issu d'un espèce de glissement qu'il y aurait eu au cours de l'évolution. L'être humain a eu besoin d'un territoire pour continuer à survivre. Avoir de la nourriture, élever les rejetons, etc. Et le cerveau se développant, il y a eu des connexions qui sont arrivées entre des neurones qui ont permis d'associer des choses qui avaient été enregistrées et d'élaborer un concept. Par exemple, j'ai un territoire, il me permet de survivre, zip, entre les neurones, je dois donc protéger ce territoire, le défendre. D'après Krishnamurti, le glissement qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un autre concept qui est apparu. C'est non seulement ce territoire me permet de survivre,
mais il me distingue de ceux et de celles qui n'ont pas le même territoire que moi. Et là est apparu le concept « je suis mon territoire ». Je suis ce que je possède. Et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Une des premières pelures identitaires sur l'oignon, c'est « je suis ce que je possède ». C'est très utilisé présentement quand on veut nous vendre des objets. Je suis dans une boutique, je veux acheter une veste, je suis devant un miroir, devant la glace, et là, quelqu'un qui veut me vendre l'objet, une personne bien intentionnée, qui s'est probablement jamais posé la question de l'ego, utilise une phrase identitaire. C'est extraordinaire. On est devant le miroir, puis elle dit « Mais c'est tout à fait vous, ça. » Et là, instantanément, qu'est-ce que le cerveau fait? Vous trouvez. Et là, le cerveau ajoute, la personne, pardon, ajoute, c'est dans votre style, c'est dans votre palette de couleurs. Et là, elle enfonce le clou avec une phrase extraordinaire. On n'en a qu'un à votre taille. Et là, dans le cerveau de la personne qui achète le vêtement, ça fait, si je l'achète, il va me distinguer. Il va me rendre spécial. Il va me rendre unique. On arrive à la maison, devant les personnes qu'on aime le plus au monde. Là, il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous dit, « Qu'est-ce qui t'a pris? Combien ça t'a coûté, ça? T'es-tu regardé comme faux? » Si on s'est identifié aux vêtements, les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement, mais à propos de ce que nous sommes. Et c'est là qu'est le piège des pelures identitaires. Parce qu'au-delà de « je m'identifie à ce que je possède », on s'identifie aussi à ce que nous faisons. Là arrive le travail, mais ce n'est pas seulement le travail. Je cuisine une pizza, des pâtes. Je m'identifie à ce que j'ai cuisiné. J'ai des amis à souper. Je leur présente la pizza. Quelqu'un fait un commentaire à propos de la pizza. T'as mis des anchois ou je sais pas quoi. Il y a une crampe. C'est fascinant parce qu'il y a une réaction neuro-hormonale à la phrase « j'aime pas les anchois » ou les tomates ou il y a trop de fromage ou je sais pas quoi. C'est quoi cette réaction neuro-hormonale-là? C'est parce que je me suis identifié à la pizza. Et le commentaire n'est plus perçu comme un commentaire à propos de la pizza, mais à propos de ce que je suis. Donc, je m'identifie à ce que je fais, à ce que je fabrique. Évidemment, quand on amène ça au niveau du travail, c'est énorme. Parce que c'est la même chose, c'est le même processus neuro-hormonal. Si j'ai produit un projet, un document dans une entreprise, j'assiste à une réunion où je viens de présenter le projet, puis que quelqu'un critique le projet, mon cerveau ne perçoit plus le commentaire comme un commentaire qui pourrait même être constructif à propos du projet. Il le perçoit comme un commentaire à propos de ce que je suis. Et là, il y a une réaction neuro-hormonale parce qu'il y a un principe hyper important. Le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego, aux pelures identitaires, et déclenche la même réaction. Donc, on s'identifie aussi à ce qu'on fait. Une troisième pelure identitaire, pour définir encore l'ego, on s'identifie à nos opinions, à nos idées, à nos croyances. Ça peut aller très, très loin. Si j'ai une opinion au cours d'un souper de famille politique que je défends et que ma belle-sœur, mon beau-frère, peu importe, a une opinion différente, arrive un moment où l'ego embarque et là, on ne défend plus l'opinion comme si c'était une opinion. On défend l'opinion comme s'il en allait de notre survie. Parce que tout le processus neuro-hormonal associé à la survie est enclenché. Si mon cerveau perçoit une menace à ma survie, puis ça, c'est une de ses jobs de faire ça. Il a fait ça pendant toute l'histoire de l'humanité pour assurer la survie. Si le cerveau perçoit une menace à la survie, il déclenche quoi comme réaction? La lutte, la fuite ou le fait de figer, ce qui permet de se cacher dans un buisson en espérant que le vent soit du bon bord. C'est trois réactions que le cerveau déclenche pour assurer la survie. Si mon opinion est menacée, puis que le cerveau ne fait pas la différence entre la perception d'une menace à la survie et à l'opinion, il va déclencher la même réaction. Au cours d'un repas de famille, il va déclencher la réaction de lutte.
Alors, je vais vouloir affronter le beau-frère ou la belle-sœur C'est là que les chicanes, ils pognent. en oubliant même que c'est une opinion que je suis en train de défendre. Mm. J'attaque l'autre. Des fois, ça peut aller loin, loin. On n'est plus du tout dans l'opinion, là. On attaque l'autre sur des sujets qui n'ont plus rien à voir. Ou on fuit. On a envie de sacrer son camp, du souper. Puis là, on arrive à la maison, on parle au conjoint ou à la conjointe. En tout cas, ta sœur, là, ou ton frère, là, je veux plus le voir. Tu sais. C'est quoi ça? On parlait d'une opinion politique. Tu sais. Je suis plus capable de prendre le souper. Il a critiqué ma pizza en plus. Ça finit plus. Alors, c'est effrayant parce que ça peut aller loin, au niveau même du collectif. C'est à l'origine de plusieurs guerres. Présentement, ça va jusque-là. Hein. C'est terrible. Après ça, donc, opinions, croyances, idées. Au travail, tous les jours, on a des opinions, des idées, des croyances à défendre. Alors, imaginez si on s'identifie tout le temps à ça. Ça crée beaucoup de conflits dans les organisations. C'est terrible. Après ça, une autre chose qui est très, très importante, une autre pelure identitaire pour définir toujours l'ego, à notre époque, ça l'a toujours été peut-être, mais plus que jamais, c'est notre apparence. Ça, c'est incroyable parce que avec les réseaux sociaux, là, ça occupe une place. Il faut absolument élever ou élargir notre conscience par rapport à ça. Il y a eu, j'aime bien parler de cet exemple-là, même si c'est terrible, mais ça fait réfléchir. Il y a eu une épidémie de tentatives de suicide à un moment donné dans la région de Québec, chez des jeunes femmes de 14 à 16 ans. Puis on essayait de découvrir qu'est-ce qu'elles avaient en commun. Elles avaient eu en commun de publier une photo d'elles sur Facebook et de n'avoir que des commentaires négatifs ou pas de commentaires. Ce qui est aussi, parfois, l'indifférence peut avoir autant d'impact que des commentaires négatifs. Puis ça, on essaiera peut-être d'expliquer ça. Mais ces jeunes filles-là, ayant des commentaires négatifs, ça peut être de l'humiliation, du bullying, des attaques de toutes sortes. Comme elles étaient identifiées à leur photo, les commentaires n'étaient plus perçus comme des commentaires à propos de la photo, mais à propos d'elles-mêmes. Alors, elles sont entrées dans un discours intérieur. Je n'ai pas de valeur, je suis nul, je vaux rien, bon, etc. Donc, une espèce de spirale descendante neuro-hormonalement, là, qui entraîne des états dépressifs ou des états anxiogènes si on republie une nouvelle photo. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Comme si c'était leur être qui était menacé. Alors que c'est pas ça. C'est des commentaires sur la photo. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de bien important à notre époque. Et une autre pelure identitaire, je vais arrêter là parce qu'on peut en nommer plein. L'oignon, il commence à être gros. L'oignon gros aussi. Mais moi, j'aime bien parler parce que je l'ai vu chez les personnes que j'ai accompagnées. Beaucoup de gens finissent par s'identifier à leur souffrance. Je suis ma souffrance, je suis ma maladie, je suis... et ça, c'est terrible parce que si la personne s'identifie à une maladie, ça devient difficile de la soigner. Je suis ma maladie, je n'ai plus de maladie, qui suis-je? Donc, moi, j'ai une tante qui, j'aime m'en parler parce qu'elle souffrait d'une arthrite très sévère, puis elle avait les doigts tout tordus. Mais ça la rendait unique, spéciale, parce que ça aussi, c'est une caractéristique de l'ego. Puis je pense que ça va être important qu'on l'explique, mais ça la rendait unique et spéciale. Elle pouvait dire, regardez comment mes doigts sont croches. J'ai jamais vu personne qui a les doigts aussi croches que les miens. Mais elle endurait beaucoup de souffrance pour garder ses doigts croches plutôt que de laisser aller cette souffrance-là puis découvrir en elle ce qui vieillissait jamais. Elle n'a pas pu découvrir ça pendant sa vie. Il y a des gens qui ne découvrent pas ce qu'ils sont vraiment au cours de leur vie, qui passent leur vie à défendre des pelures identitaires et à souffrir parce que dès qu'on fabrique une pelure identitaire, une image de soi, une représentation de soi, on fabrique quelque chose de très vulnérable. Une opinion, c'est hyper vulnérable. Ça peut être attaqué n'importe quand. On peut changer d'opinion, cependant, et ne pas disparaître, ce qui est la preuve qu'on n'est pas notre opinion. Notre apparence, ça va changer. Alors, si on s'identifie à notre apparence, on devient très vulnérable aussi.
Parce qu'on a qu'à se regarder dans le miroir, puis tout à coup, on ne se reconnaît plus. Alors là, les jugements commencent. Je suis nul, je suis laid, je suis ci, je suis ça. Bon, évidemment, avec toutes les réactions qui s'en suivent. Donc, c'est très important de découvrir qu'on n'est pas nos pelures identitaires. On n'est pas notre ego. Alors, la question, c'est que sommes-nous? Et il y a une réponse que je cite depuis maintenant plusieurs années parce que je la trouve magnifique. Elle vient d'une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, psychologue française qui a beaucoup travaillé en soins palliatifs, donc à accompagner les personnes en fin de vie, et qui a dit un jour dans une conférence, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle phrase magnifique. Et qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Mais la première chose qui vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça vieillit jamais. Il y a des personnes aux soins palliatifs qui sont encore très présents ou présentes aux personnes qui les entourent. Cette capacité d'être présent ou présente, là, pour essayer de rendre ça le plus clair possible, à un moment donné, il m'est arrivé un espèce de schéma dans la tête, là, c'est comme le noyau d'un atome. Et autour de cet atome-là, il y a d'autres capacités qui vieillissent jamais, qui sont comme les électrons, là. La capacité d'aimer, ça vieillit jamais, ça. Il y a des personnes aux soins palliatifs qui expriment leur amour aux personnes qui les entourent, à quelques heures avant d'avoir leur dernier souffle. Pardon. Une autre capacité qui vieillit jamais, c'est la capacité de s'émerveiller. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle était enceinte de jumeaux. Elle est allée accoucher au moment où sa mère est entrée aux soins palliatifs. Elle a eu le temps d'aller montrer les enfants à sa mère. Et elle décrivait le visage de sa mère, là, les étoiles dans les yeux, là, l'émerveillement. C'était extraordinaire. La capacité de s'émerveiller, intacte. Intacte. Une autre capacité qui vieillit jamais, c'est la capacité de savourer. Il y a une personne qui me racontait que son père était atteint d'un cancer du tube digestif. Il ne pouvait plus rien absorber par la bouche. Il était nourri par les veines. Sa femme et sa fille ont décidé de préparer les biscuits qu'il adorait. Ils sont allés aux soins palliatifs puis ont déposé quelques grains de biscuits sur sa langue. Il a fait encore. Capacité de savourer intacte. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, la capacité de créer. Il y a des personnes aux soins palliatifs qui demandent encore un crayon pour dessiner, écrire une phrase, un poème, peu importe. Cette capacité-là demeure intacte. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'apprendre. Moi, je suis profondément convaincu que dans les dernières heures de notre vie, on apprend encore à lâcher prise. Parce que je pense que c'est le lâcher-prise ultime. Donc, on est encore en train de l'apprendre et d'être accompagné par des personnes qui nous aident à vivre ça. Une autre capacité qui vieillit jamais, c'est la capacité de transmettre. J'ai perdu un grand ami mort d'un cancer au cerveau. 2 jours avant qu'il parte, on était ensemble, il m'a pris par les bras comme ça, puis il m'a dit, tu sais, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Il était en train de transmettre 2 jours avant de mourir. Capacité de transmettre intacte. Et on pourrait en nommer d'autres capacités comme celle-là, mais qui sont toutes associées à la capacité d'être présent ou présente. Comment puis-je aimer si je ne suis pas présent ou présente? C'est impossible. Comment puis-je savourer si je ne suis pas présent ou présente? Si j'ai quelque chose que j'aime, un plat que j'ai préparé ou un vin, peu importe que j'ai dans la bouche, puis que je suis en train de porter des jugements sur une pelure identitaire qui vient d'être attaquée le matin dans une réunion au bureau, je ne savourerai pas ce que j'ai dans la bouche. Parce que ma capacité d'être présente va être mobilisée par la phrase qui a été prononcée que j'ai perçue comme une attaque à ce que je suis. La capacité de transmettre, comment je peux transmettre si je ne suis pas là? Puis c'est archi important. Tu sais, un professeur qui n'est pas là, qu'est-ce qui se passe dans les yeux de 30 bouts de chou qui le regardent, là? Alors, capacité d'apprendre, comment je peux apprendre si je ne suis pas présent? Alors, cette capacité d'être présent ou présente est au cœur de ce qui fait que notre vie, c'est une autre question par rapport à l'ego, ça, on peut avoir le sentiment d'avoir réussi notre vie ou non.
malheureusement, comme je disais tantôt, là, il y a beaucoup de personnes qui consacrent leur vie à protéger des pelures identitaires pour avoir l'impression qu'ils auront réussi leur vie, qui vont se battre toute leur vie pour défendre une opinion qui aurait pu changer en écoutant quelqu'un qui dirait quelque chose qui pourrait leur permettre de faire « Oh, j'avais pas vu ça comme ça. » Mais non, ils continuent, s'acharnent. Alors qu'ils n'ont pas découvert ce qui en eux ne vieillissait jamais, puis leur attention n'a pas été là-dedans. C'est vraiment puissant. Je vous écoute parler depuis tantôt, là, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vous le vulgarisez très bien aussi. Ben, j'essaie de rendre ça. Ça, c'est quelque chose qui est archi important parce que j'ai assisté à des conférences déjà, puis je sortais de la conférence en me disant ça avait l'air intéressant. J'avais pas compris. Là, je me suis dit, il me semble qu'il faut essayer de rendre les choses le plus claires possible. Exact. Mais non, mais c'est bien vulgarisé, puis c'est ça, je réalise vraiment que c'est très puissant. Puis je réalise, c'est ça. Fait que, à la base, l'ego, c'est beaucoup un mécanisme de défense, de ce que je comprends. C'est intéressant parce que c'est un processus qui a fait en sorte qu'à un moment donné, on a eu le sentiment d'exister à travers ce processus-là. Mhm. Si on s'identifie à quelque chose qu'on possède, une voiture, une maison, peu importe, on a le sentiment d'exister à travers l'objet. Donc, d'avoir une valeur à travers l'objet. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens... je ne veux pas porter de jugement, là. C'est très important, mais parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on accumule de plus en plus de biens pour avoir le sentiment d'avoir de plus en plus de valeur. Mais c'est jamais fini, parce que tout à coup, on se met à se comparer. Ça, c'est archi important. Il y en a un qui a quelque chose que j'ai pas. Il y a une voiture plus chic que la mienne. Et cette comparaison-là entraîne un jugement sur soi qui est de l'ordre de « je ne suis pas complet, je n'ai pas encore assez pour avoir le sentiment que j'existe. Donc, je vais m'acheter encore une auto plus chère. Je vais avoir encore un objet de plus pour avoir le sentiment, encore une fois, là, d'être quelqu'un. » Donc, dans ce sens-là, c'est le piège de l'ego. C'est-à-dire que ça jouerait un mécanisme de défense devant la peur, parce que l'émotion qui est au cœur de l'activité égoïque, c'est la peur. La peur de disparaître, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas avoir de valeur. Et ça commence bien, bien de bonne heure. Ça, l'ego se développe très jeune. Parce qu'on n'est pas avec un ego. L'ego se développe à travers les expériences qu'on a quand on est jeune. Et comme on disait tantôt, on va s'associer à une doudou là, quand on est jeune, exemple. C'est ça. Fait que ça va se développer très jeune, mais ça grandit plus on vieillit. Je crois qu'on est avec le processus d'identification. Mhm. Puis que peu à peu, là, les pelures commencent à apparaître. Là. Mais ça, c'est super intéressant aussi comme question parce que j'ai 5 ans. Hein, faisons comme si j'avais 5 ans. Je suis au pied de l'arbre de Noël. Là, devant moi, là, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, les frères, les sœurs, les parents, tout le monde est là. Parce qu'à la maternelle, j'ai appris un petit poème de 4 lignes. Puis là, mes parents, ils m'ont demandé de réciter ça devant tout le monde. Puis bon. Alors là, je récite mon petit poème. J'ai fini. À la fin, il se passe quoi? Tout le monde applaudit. Bravo, bravo. Les gens... Et là, il y a une personne bien intentionnée. J'insiste, je surligne, bien intentionnée qui dit « T'es merveilleux. Tu ne t'es pas trompé. » Là, mon petit cerveau de 5 ans, il fait « Je suis merveilleux dans sa tête parce que je ne me suis pas trompé. Donc, si je veux continuer à être merveilleux dans sa tête, il faut que je me trompe. » Et c'est quoi être merveilleux dans sa tête? C'est être quelqu'un ou quelque chose qui va me distinguer des autres à travers, entre autres, la performance, qui va faire qu'on va m'accorder de l'attention. Dans ce cas-là, c'était sous forme d'applaudissements, bravo, bravo, bravo. Et mon petit cerveau de 5 ans, il fait, quand on m'accorde de l'attention, il a commencé à le faire avant, mais là, 5 ans, ça devient de plus en plus solide, ce lien-là. Il fait, on assure ma survie. Donc, j'associe recevoir de l'attention à survivre.
Parce que si on me donne de l'attention, on va me protéger, on va me nourrir, on va me câliner, on va assurer ma sécurité. C'est pas banal. Donc, pour survivre, j'ai l'impression que je dois être exceptionnel, être intéressant, plus que les autres. Un peu comme l'oiseau dans le nid qui tend la tête pour avoir Oui, oui, oui. le verre. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Puis à l'école, ça continue. Parce que si on a la meilleure note, on reçoit des gratifications, une attention, une reconnaissance que les autres n'ont pas. Là, on commence à se comparer à quelqu'un qui aurait eu une note un petit peu meilleure que la nôtre. Puis là, cette personne-là devient tout à coup comme un rival ou une rivale. On a juste 5 ans ou 6 ans, puis on a déjà des rivaux, des rivales dans le cours de récréation à qui on donne des jambettes, puis etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une note meilleure que la nôtre en classe. Mais c'est déjà l'ego qui joue. La peur de ne pas être choisi. La peur de ne pas recevoir l'attention parce qu'on a été le meilleur ou la meilleure, exceptionnelle, etc. Et ça continue toute la vie. C'est pareil dans l'espace de travail. Beaucoup de gens sont piégés par il faut que je sois le meilleur pour que le patron ou la patronne me choisisse. On arrive à la maison, hey, le collègue, là, lui, là, sais-tu ce qu'il fait? Il y a toutes sortes d'expressions un peu vulgaires qui sont lèche-botte, puis lèche-ci, puis bon, etc. On n'ira pas dans la vulgarité extrême, mais donc, c'est l'ego qui joue encore. Et c'est fascinant parce que ça peut encore être comme ça. Il y a des gens, là, c'est fou, là, qui, aux soins palliatifs, meurent de façon très tendue, crispés, pas en paix du tout, parce qu'ils sont dans des schémas intérieurs au niveau de leur mémoire. Là. Moi, j'utilisais l'exemple du petit hamster qui court dans notre tête. Là. C'est ce petit hamster qui court tout le temps dans la tête puis qui porte des jugements sur soi puis sur l'autre. Puis là, les gens, juste avant de mourir, ils sont encore dans des jalousies ou des vieux conflits en train de, dans leur tête, de mépriser l'un. C'est à cause de lui que je passé à côté de ma vie. Puis ils sont pas en paix, là. C'est extraordinaire. Ils n'ont pas appris à apaiser ça, à calmer ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on commence à se comparer très tôt au petit voisin, petite voisine, à son frère, à sa sœur, bon, etc., bien, les émotions là, qui génèrent de la souffrance apparaissent. La jalousie. Oh, il y en a eu plus que moi, lui. L'envie, vouloir ce que l'autre n'a pas, etc. Toutes ces espèces de sensations, parce que ce sont des sensations inconfortables qui minent la qualité de l'existence, apparaissent. Enfant, c'est déjà difficile d'apaiser ça. Mais imaginez quand on devient adulte puis que ça continue à s'amplifier puis qu'on se torture, là, qu'on ne dort plus parce qu'on est dans la jalousie, dans l'envie, dans les remords, au lieu d'en tirer des apprentissages, là, puis d'apprendre à se connaître. Parce qu'au fond, ça peut être utile si on apprend à se connaître puis à découvrir qu'on n'est pas les pelures identitaires. Comment est-ce qu'on fait, en fait, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne relation avec l'ego? Tu sais, on dit tout le temps, on dit souvent, tu sais, il faut tuer l'ego ou est-ce qu'il faut apprivoiser l'ego? Tu sais, c'est quoi une relation saine avec l'ego? C'est une autre super bonne question parce que moi, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse tuer l'ego. Puis parce que le processus d'identification, il est là, puis il continue à fabriquer des pelures identitaires. Je pense que ce qui est possible de faire, c'est d'en observer l'activité pour apaiser cette activité-là. Peut-être apprivoiser, c'est un mot aussi qui peut être utile, apprivoiser l'ego. Découvrir qu'est-ce qui est en train de se passer, la quête de l'attention, la peur de disparaître, puis découvrir, pardonnez-moi, au fond, là, en quoi les vraies questions, les questions les plus justes, c'est le mot important, je crois, les questions les plus justes, c'est en quoi cette opinion-là, si elle disparaissait, en quoi cela ferait-il en sorte que je disparaîtrais moi? Est-ce que si mon opinion disparaît, je disparais? Et là, il y a une prise de conscience.
ce que certaines personnes appellent un éveil, là. Il y a une... Ben non. Ben non. Je me réveille, là. Je découvre tout à coup que je suis pas cette opinion-là, là. Je découvre tout à coup que je suis pas mon travail, que je peux le faire d'une façon exceptionnelle. Et aussi, développer mon potentiel, mes talents. Ici, là, il y a eu beaucoup de travail. Il y a du talent qui a été développé. Il y a du potentiel qui a été développé. Ça permet d'éprouver beaucoup de bien-être dans la vie, de développer son potentiel, tout en étant conscient qu'on n'est pas son travail. C'est les deux en même temps. Je développe mon potentiel, j'aime dessiner, je décide de consacrer du temps à développer ce talent-là, danser, faire des meubles, de la menuiserie, n'importe quoi, de la plomberie, de la soudure, peu importe. Être présent, complètement présent, parce que ça aussi, créer, on le disait tout à l'heure, c'est une capacité qui vieillit jamais. Pour développer les talents, les capacités, les ressources, le potentiel et éprouver le bien-être que ça apporte toute la vie. Des personnes prennent la retraite, j'en ai vu en consultation, et elles étaient dans la spirale, je ne vaux plus rien, tellement identifiées au travail, etc. Une question que je leur pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vie? Non, il n'y a plus rien qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis dans votre bureau. Bon, on va trouver quelque chose qui va vous intéresser. Et là, carrément, il y avait une prescription d'un devoir à faire, là. Vous allez vous inscrire. Est-ce quelque chose que vous avez rêvé de faire dans la vie à un moment donné, puis que vous avez toujours dit, oh, j'ai pas le temps? Ah, peut-être un meuble. Ah, existe-t-il des ateliers, d'ébénisterie près de chez vous? Prescription, vous allez vous inscrire. Vous allez commencer à fabriquer des meubles pour découvrir tout à coup, en le faisant, qu'il y a quelque chose qui est là, qui dormait, puis qui apporte un bien-être, le sentiment d'être vivant, parce que la créativité est mise en mouvement. Il ne faut pas attendre que l'intérêt apparaisse pour se mettre en mouvement. Il faut se mettre en mouvement pour que l'intérêt apparaisse. C'est bien différent. Alors, ici, on a la preuve de quelqu'un, de personnes qui développent leur potentiel au niveau de plusieurs niveaux, là. Vous avez mis en place, ça a pris du temps, de l'énergie, des investissements pour créer ça, mais je suis profondément convaincu que ça vous apporte un sentiment de bien-être. En plus, ça vous permet de contribuer au bien commun. Ça aussi, là, c'est la connexion. On n'est plus dans l'ego, on est dans la connexion avec les autres. Servir le bien commun, c'est ça que vous faites aussi. Alors, et pas, je suis le meilleur de ma profession. Je sers le bien commun, je développe, j'avance, je découvre des nouvelles façons de faire. C'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça on apaise l'ego. En ramenant l'attention, qui ne peut pas être à deux places en même temps, dans ce qui ne vieillit jamais, dans la créativité, par exemple, dans la capacité d'apprendre. Parce qu'en même temps que vous créez, vous apprenez. Vous apprenez des façons de faire nouvelles. Avec l'intelligence artificielle, il va y avoir certainement des nouvelles avenues aussi. Alors donc, c'est pas quelque chose qu'on tue, l'ego. C'est quelque chose qu'on observe et on ramène l'attention dans ce qui vieillit jamais. Mais ça demande un entraînement. Ça demande d'abord de s'être posé les bonnes questions. Suis-je une pluridenticitaire ou non? Qui suis-je? Que suis-je? Et après, ça demande un entraînement. Quand on parle de méditation, on parle d'un entraînement. On entraîne le corps pour le garder en forme, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, tout ça. On nous dit, c'est très clair, que si on s'entraîne, on va prévenir ces maladies-là. Quand est-ce qu'on nous parle d'entraîner ce qu'il y a au-dessus des épaules? C'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a à partir des épaules jusqu'en bas, là. C'est important. Et ça, on le fait comment? En s'arrêtant quelques secondes
pour observer l'activité égoïque. Il y a un médecin dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Richard Moss, qui a travaillé sur l'anxiété toute sa vie. Et il suggérait aux personnes qui l'accompagnaient de méditer 10 minutes par jour. C'est-à-dire de s'asseoir, de placer l'attention sur leur souffle, puis de découvrir que l'attention, tout à coup, n'était plus sur leur souffle, qu'elle était accaparée par l'hamster, puis de ramener l'attention sur leur souffle. 10 minutes par jour. Les gens disaient « J'ai pas de temps de faire ça ». Il leur répondait « Quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. » Je trouve ça extraordinaire. Parce que je peux tout à coup observer que je ne l'écoute plus. Parce qu'il y a un discours qui est parti dans ma tête. Un jugement, un commentaire, une réponse, une critique, un blâme, peu importe. Hop, je l'écoute plus. À ramener l'attention sur l'autre personne. Son visage, son expression, sa parole, à être présent. C'est méditer. C'est observer la danse de l'attention. Est-elle accaparée par l'ego? Enfin, l'activité égoïque, les peurs, ou si elle est complètement dans le présent. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a galvaudé, le concept du moment présent. Là, on l'a associé à quelque chose d'hédoniste, du plaisir, Être dans le moment présent, c'est être là, peu importe ce qui se passe, sur une pensée, une émotion. Je suis triste, j'ai perdu un être cher. Être dans le moment présent, c'est être présent à la tristesse. Complètement. Le serrement dans la poitrine, les mâchoires, les larmes qui coulent sur les joues, c'est ça, être présent. C'est pas juste sauter en bungee. Ça peut être correct de sauter en bungee, mais c'est pas juste ça. Alors donc, c'est ça, c'est s'entraîner pour observer. J'ai fait un épisode de podcast récemment. On parlait beaucoup de la déconnexion. Les gens sont beaucoup... autant qu'on est très connectés via les plateformes des réseaux sociaux, mais on est très déconnectés à soi et aux autres. Puis je pense que ça fait quand même longtemps que vous avez votre pratique. Puis je suis curieux, est-ce que vous avez vu, surtout avec l'ère des réseaux sociaux, est-ce que... parce que la déconnexion et l'ego, il y a quand même un certain lien, là, j'imagine. Est-ce que vous voyez dans la modernité plus de problèmes, je veux dire problèmes entre guillemets, d'ego? Il y a 2 ou 3 petits éléments en réponse à cette question-là. Il y a le rapport à l'image, l'identification à l'image qu'on a de soi. Ça, il y a un changement radical à cause de l'apparition des réseaux sociaux. Parce qu'on est habitué à être très soucieux de l'image à cause des réseaux sociaux. Non seulement à cause des réseaux sociaux, mais à cause de la perfection de l'image maintenant. Techniquement, les images sont de plus en plus parfaites, là. C'est extraordinaire. Avec le AI aussi, le IA qu'on parlait. Là, Absolument, avec l'intelligence artificielle Mhm. aussi. Et le processus d'identification, il ne s'arrête pas, lui. Donc, il s'identifie à quelque chose de plus en plus parfait. Donc, il a de plus en plus peur de ne pas être parfait ou parfaite parce que l'image est tellement extraordinaire. Et si on ne s'est pas arrêté pour prendre conscience qu'on n'est pas cette image, ben on est piégé par le processus qui continue. Évidemment, la fait qu'on la partage. Donc, il peut y avoir des commentaires qui se multiplient. Et ces commentaires-là, bien sûr, comme le cerveau, c'est un détecteur de menaces, il a fait ça pendant des milliers d'années pour assurer la survie, bien là, on multiplie la possibilité ou l'augmentation du nombre de menaces possibles. Elles deviennent de plus en plus nombreuses. Parce que les commentaires deviennent de plus en plus nombreux à propos de quelque chose qu'on a publié. Puis là, si on commence à lire chaque commentaire, ben il y en a qui sont pas nécessairement... qui vont, je vais le dire autrement, qui vont nécessairement être perçus comme des menaces par le cerveau, s'il y a eu identification à ce qui a été publié. Donc oui, effectivement, il y a un rapport avec l'arrivée des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc., et l'ego. Cependant, sommes-nous plus connectés ou moins connectés? Ça, c'est une
question hyper intéressante. Moi, je crois personnellement, là, c'est une opinion que j'aimais, mais que socialement, on est en train de souffrir d'un déficit collectif d'attention. On a parlé du TDAH, là, du trouble de déficit d'attention chez certains enfants. Bon, neurologiquement, on a découvert qu'il se passait des choses, mais je ne crois pas que tous les enfants chez qui on observe un soi-disant déficit d'attention aient un véritable déficit d'attention. Je pense que leur attention est captée par toutes sortes de choses parce que ça se multiplie sans arrêt. Les couleurs, les bruits, les plein d'affaires, de sorte que c'est plus difficile d'être présent à une tâche ou à une activité. Et collectivement, c'est pareil. Collectivement, on est tellement sollicité par plein de choses. Avec le téléphone, bing, bing. C'est dès qu'on se lève le matin, souvent, c'est La nuit. dès qu'on se lève le matin jusqu'à ce qu'on se couche. Exactement. Et ça sonne, ça se multiplie. Les courriels, moi, personnellement, là, j'ai eu une augmentation, mais hallucinante de courriels. Avec mon cerveau, à chaque fois qu'il en rentre un, bloup, 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 l'attention, elle s'en va là-dessus, là. Puis après ça, il y a quelque chose d'autre qui arrive à côté parce que j'ai eu les courriels à l'écran de l'ordinateur, puis là, il y a les textos qui rentrent sur le téléphone, puis donc, où est mon attention? C'est une question tellement importante. Où est mon attention? Est-elle sur la personne avec laquelle je suis en train de manger? Personne que j'aime? Conjointe, conjoint, ami, parents, frères, sœurs, enfants, peu importe. Est-elle vraiment là? Ou si c'est, je suis en train de manquer quelque chose, là, il y a la peur de manquer quelque chose qui est encore associée à la peur d'être incomplet ou incomplète. Hey, si j'ai manqué ça, de quoi je vais avoir l'air? On est encore dans l'ego. Je ne serais pas capable d'en parler, etc. Alors donc, oui, on est déconnecté de ce qu'on est vraiment à travers la présence parce qu'on est de moins en moins présent. On est sollicité par tellement d'affaires que où suis-je présentement? On devient fatigué, épuisé. Personnellement, je crois que le cerveau n'est pas fait pour vivre tout ça, là, et qu'on est en train de le réaliser dans l'augmentation des problèmes de santé psychologique, l'augmentation des troubles anxieux, l'augmentation des problèmes de dépression. C'est comme si ça tiltait, là. Il y a une surcharge, là, réelle. Et à cause de cette surcharge, il y a une saturation des capacités qu'on a de s'adapter à tout ça parce qu'on n'est plus vraiment présent. Vous, dans votre quotidien, est-ce que vous avez des trucs que vous utilisez pour essayer de garder votre attention sur quelqu'un ou quelque chose? Tout le temps. Euh, j'essaie, en fait, je m'applique, je devrais le dire comme ça, à le faire. C'est difficile parce que régulièrement, il y a quelque chose qui vient chercher mon attention du côté de ben là, c'est le match de hockey qui commence. Là, je vais le manquer. Il y a quelqu'un en face de moi qui est en train de me parler de quelque chose qui le préoccupe ou qui la préoccupe. Tu sais. Alors, reviens ici. Ça, c'est deux mots que j'utilise beaucoup. Reviens ici. Qu'est-ce qui est important? Ça, cette question-là aussi est super précieuse. Là. Qu'est-ce qui est important? Où est mon attention? Là? Toutes des petites questions là, clés qui aident à nous appliquer à être présents. Puis c'est vrai partout, dans tout ce qu'on fait. Parce que je reviens à une préoccupation qui m'habite beaucoup, c'est qu'est-ce qui, au bout de l'existence, là, dans les dernières secondes, là, si on se retourne, là, permet de dire, là, ça valait vraiment la peine, là. Cette vie-là, je suis passé au travers avec le sentiment d'avoir, j'allais dire réussi, mais c'est un mot délicat parce que c'est associé parfois à l'ego aussi, mais je pense qu'on peut quand même l'utiliser
avoir traversé ma vie en la savourant pleinement, là, ben c'est parce que j'aurais été présent ou présente. Pas parce que j'aurais accompli des milliers d'exploits. C'est parce que, et d'ailleurs, pour accomplir un exploit, il faut aussi avoir été présent ou présente. Je ne peux pas accomplir d'exploit si je n'ai pas été présent ou présente. Il y a encore là, je ne me souviens pas de son nom. C'est un philosophe indien à qui on demandait qu'est-ce que c'est pour vous réussir votre vie? Ah, comment pouvez-vous mesurer? Quels sont les critères qui vous permettraient de dire que vous avez réussi votre vie? Et puis il avait répondu le nombre de secondes au cours desquelles j'aurais été présent. C'est ça qui pourra permettre de dire jusqu'à quel point ma vie a été réussie ou non. C'est tellement vrai pour tout, 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 tout. Si je tiens la main de quelqu'un, puis que je ne suis pas présent, la personne, elle va le sentir. Puis moi aussi, je n'aurais pas profité vraiment de ce moment-là, parce que je n'aurais pas été présent. Peu importe la personne de qui, l'enfant, l'amoureuse, l'amoureux, la personne qui s'en va, un parent qui, dans ses derniers moments, si je suis en train de penser à ce qu'on m'a raconté au sujet de mon dernier dossier, je ne suis pas là. Je passe à côté. Le moment présent, c'est plus important que jamais, je trouve. Surtout dans la modernité aujourd'hui. C'est là que ça se passe. Dans chaque seconde, dans chaque... Là, présentement, là, on a la chance extraordinaire de voir les bourgeons éclater. C'est pas perdre son temps que de prendre quelques secondes pour contempler ça. Ça vieillit jamais non plus, la capacité de s'émerveiller, là, de contempler. Là. J'ai l'impression, dans le rythme effréné dans lequel on vit, là, parfois on a l'impression qu'on perd son temps. Si on s'arrête pour contempler, c'est fascinant de voir ça, un bourgeon qui est en train de s'ouvrir. Là. C'est incroyable. C'est pas du temps perdu. C'est au contraire quelque chose qui est hyper précieux. Dans peu de temps, ça sera une feuille complète, là. Ça va être autre chose. Alors, tout ça relève du moment présent. Là. On ne parle pas de quelque chose nécessairement d'ordre de l'exploit. La présence, c'est pas quelque chose qui est mesuré en termes d'exploit. Il n'y a pas quelqu'un à qui on peut dire on va lui donner la médaille de la présence. Parce qu'on ne le sait pas si la personne... Bon, on le sait parce qu'on le sent, on l'observe, mais... Puis on est ravi d'être présent, présente, ou que quelqu'un soit présent, présente quand on est ensemble. Mais on ne donne pas de médaille à personne pour ça. Là. Il n'y a pas des Olympiques de la présence. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a peut-être un concept que j'aurais été intéressé d'approfondir, mais l'ego, ça peut être aussi peut-être un carburant. Je parle beaucoup dans la performance, ou peut-être les gens qui veulent accéder des échelons là, dans une carrière. T'sais, l'ego, ça peut être aussi je vais me prouver ou je vais prouver aux autres. L'ego, ça peut être utilisé comme un carburant ou ça, c'est une relation peut-être malsaine avec l'ego à avoir. Souvent, là, je pense que c'est important de regarder. Il y a le monde de l'ego, puis il y a le monde de la présence. Personnellement, je crois que la vie se déroule dans le monde de la présence. Je crois que pour certaines personnes, l'ego peut être un carburant. Oui, pour arriver à des performances exceptionnelles. Je crois que oui. Cependant, je crois qu'au bout de ces performances-là, il y a une grande vulnérabilité. Parce qu'on arrive le moment où, après avoir réussi cette performance-là, il en faut une autre si on est dans le monde de l'ego. Parce que c'est jamais fini dans le monde de l'ego. Cependant, pour arriver à la performance, il faut autre chose que l'ego. Il faut qu'à un moment donné, l'ego s'apaise pour que la présence apparaisse. Si je veux faire un plongeon exceptionnel aux Olympiques,
peut-être mon ego qui m'a amené à vouloir aller aux Olympiques. Mais si je veux réussir le plongeon, il ne faut plus que je sois dans l'ego. Parce que je vais le rater. Parce que si je suis dans l'ego, ça va faire... Là, avant, il y a eu 8,9 sur 10. Puis là, même moi, il faut que j'aille 9,2. Donc, et là, on rate le plongeon. Donc, oui, l'ego a pu amener à me lever le matin parce que là, je veux aller aux Olympiques. Mais j'ai plus le choix, si je veux y aller, d'entrer dans la présence pendant que je m'entraîne. Pour que mon corps habite complètement les figures, là. Je sais pas, moi, je ne saurais pas décrire les pirouettes, là, mais que toute la présence soit là, dans le corps, là, quand les jambes se déplient ou se plient, peu importe, puis que je tourne dans les airs, il faut que je sois présent. Pendant que je suis dans les airs, je ne suis pas en train de me dire que je suis le meilleur. Je suis en Est-ce train que je de vais avoir un tourner. bon score? Ah ouais, bon score. Je suis totalement présent. Donc, que ce soit dans la création artistique, que ce soit dans le domaine du sport, peu importe où, si on veut qu'il y ait une performance exceptionnelle, arrive un moment où il faut quitter le monde de l'ego pour entrer dans le monde de la présence. C'est impossible qu'il en soit autrement. Impossible. Tous les athlètes finissent par dire « faut rentrer dans le moment ». Ils disent quoi? Il y a un gardien de but qui vient de se faire compter un but. S'il rentre dans l'ego, ben là, ça y est, je poche, etc. Le jugement négatif sur soi. Il ne sera pas présent pour continuer la partie. Il faut qu'il revienne dans la présence complètement pour être capable d'arrêter le prochain lancer. Je n'ai pas inventé ça. C'est très bien. C'est un discours omniprésent dans l'univers de la performance. On revient toujours à la présence. Toujours. Donc, peut-être que l'ego a été présent, a été actif pour faire en sorte qu'il y ait un passage à l'action, mais il devient un piège si je veux aller au bout de la performance. Parce que ce que j'ai à apprendre pour aller au bout de la performance, c'est à ramener l'attention dans la présence. C'est vraiment ça. Vraiment, vraiment. Peu importe. Peu importe dans quel domaine. C'est l'identité aussi, qu'on s'identifie à être un athlète. Oui. Puis on le voit souvent beaucoup. Tu sais, j'ai entendu des histoires d'athlètes professionnels qui, après leur carrière, vont tomber en dépression, vont être complètement perdus. Puis là, ça revient encore à l'ego, justement. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes, sans être nécessairement un athlète professionnel, qui vont vivre aussi ça, tu sais, de se chercher, de chercher notre identité. Je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui passent par là, d'être perdus, de ne pas savoir qui on est Oui. exactement. Là. Oui. Comment est-ce que ces gens-là devraient comme naviguer un peu dans la perte d'identité? La question fondamentale, c'est qui suis-je? Hein? Qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Dans le monde du sport, on vient d'en parler, mais dans le monde des arts aussi, des artistes de scène, là, qui sont devenus des espèces de modèles de ce qu'on devrait être pour avoir le sentiment de réussir sa vie, là. Ils ont tout, là. Ils sont riches, adulés, ils ont la gloire, des châteaux à divers endroits sur la planète. Ils sont beaux, sont belles. Tu sais, tout ce qu'on imagine là, qui représente le fait, qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'attention, de reconnaissance, d'avoir le sentiment d'être quelqu'un, d'exister, d'avoir une valeur. Ils ont tout ça, là. Tout, là. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'ils ont déprimé, qu'ils consommaient toutes sortes de choses pour se garder en énergie, garder l'énergie vivante à l'intérieur d'eux, etc. Il y en a même qui vont jusqu'à s'enlever la vie. Puis il y a beaucoup de noms, là, de stars du cinéma, stars du rock'n'roll, stars de... On pourrait en nommer toute une liste, là, qui avait tout ce qu'on imagine devoir avoir pour avoir l'impression de profiter au maximum de sa vie. Il y avait tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé un moment où c'était plus encore assez pour l'ego. Il continuait à se comparer. Il continuait à avoir l'impression qu'il faudrait qu'il y ait plus. Donc, ils ont cherché des
des drogues plus fortes. Ils ont cherché toutes sortes de choses comme celle-là. Puis ça n'a pas suffi encore. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissaient pas encore. Ils n'observaient pas l'activité égoïque. C'est elle qui prenait toute la place, qui accaparait toute leur attention. Et ils n'avaient pas pris le temps, enfin, je suppose, de faire une pause, un temps d'arrêt. Ils sont peut-être allés en thérapie, mais il y a certains thérapeutes, je ne veux pas porter de jugement non plus, mais qui veulent renforcer l'ego, qui cherchent encore à renforcer l'ego plutôt que d'amener la personne à découvrir qu'il existe autre chose, un autre monde, celui de la présence. Mais comme être dans le monde de la présence, on peut être anonyme dans le monde de la présence, on peut être très présent, mais personne ne parle de nous dans les journaux. On ne fait pas l'ouverture du téléjournal. Donc, c'est quoi ça? Tu sais, regarde, si tu y vas, tu vas savourer pleinement ta vie. Tu vas découvrir qui tu es vraiment, ce qui en toi vieillit pas. Tu vas tout découvrir ça. Mais c'est pas glamour. C'est pas hot. Excusez les mots anglais. C'est pas branché. Tu sais, au contraire, je vais-tu me ramollir? Je vais-tu devenir comme une espèce de mollusque, zombie? Au contraire, dans la présence, il y a la créativité qui fonctionne à la planche, il y a les talents qui se développent, il y a tout ça. Il y a la capacité d'aimer qui est à son plein potentiel. Il y a tout ça dans la présence. Alors, donc, c'est à découvrir. Et c'est ça qui le plus beau, le plus extraordinaire défi, le plus beau chemin sur lequel entrer, commencer à marcher. Prendre le temps. Oui, puis découvrir qu'est-ce que ça signifie être présent. Qu'est-ce que ça signifie écouter l'autre? Qu'est-ce que ça signifie savourer un plat? Qu'est-ce que ça signifie créer vraiment? Pendant que je suis en train de peindre un tableau, je suis en train de me demander ce qu'on va penser de ça, ou je suis en train d'observer l'harmonie des couleurs, des formes. C'est quoi que je fais? Oui, mon attention. C'est ça qui est merveilleux à découvrir. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'ego auquel on n'a pas touché encore? Alors, je pense qu'on a vraiment fait pas mal. On n'a jamais fini de faire le tour de l'ego. Il y a une chose importante, c'est jamais terminé. C'est le travail de toute une vie. J'ai envie de dire de chaque instant. Parce qu'il est toujours là. L'activité égoïque est toujours en train de dire elle a peur de disparaître, elle a peur de mourir. Ça fait qu'elle est tout le temps là, à cause du cerveau là, qui détecte les menaces. Là. Tac, tac, tac. Alors, donc, c'est le travail de toute une vie, de chaque instant. Mais c'est merveilleux parce que plus on s'entraîne, plus il y a un réflexe qui apparaît. C'est important, ça, c'est un mot, là. Réflexe, là, ça veut dire que ça devient spontané, là. Oups, l'ego qui vient de rembarquer, là, l'hamster qui a recommencé à courir, là. Il y a un réflexe, là. Une vigilance qui s'installe. Le mot aussi important, il y a une vigilance qui s'installe, là. Et là, on reste de moins en moins longtemps dans l'activité égoïque, là. C'est pas quelque chose qui dure des heures. Au lieu de durer des heures, ça dure quelques minutes. Ça dure quelques secondes, cette peur-là. Là, ça s'apaise. Au lieu d'apparaître 100 fois par jour, 1000 fois par jour, là, il y a des situations pour lesquelles ça n'apparaît plus. Avant, ça apparaissait parce qu'il y avait une perception d'une menace à cause de tel type d'identification, puis tel type de phrase qui pourrait être perçue comme menaçante. Là, ça n'apparaît plus, là. Il y a une paix là, qui est là plus longtemps. Là. Donc, plus de place pour la créativité, la capacité d'aimer, de savourer, plus de temps dans cet espace-là. Donc, c'est le travail de toute une vie, mais on observe les changements. On observe les transformations qui s'opèrent. Et ça, c'est merveilleux. C'est ça, l'ego, c'est vraiment... C'est pas de l'ignorer complètement, c'est de accepter qu'elle est là, de l'observer. Oui. D'être capable de la contrôler ou de l'apaiser. Puis ensuite, rediriger son attention vers la chose importante. Exactement. C'est exactement ça. Vraiment, là. C'est simplement
d'observer son existence, sans jugement. Ah, le maudit égo. Non, pas de jugement. Ah, c'est reparti. C'est tout. Et là, ramener l'attention, exactement. Là où elle peut savourer complètement la vie, là, pleinement. Là. Juste ça, parce que ça permet le développement du talent, du potentiel, ou ça permet de contempler, ou ça permet, etc. Donc, oui, c'est ça. C'est, au fond, c'est là. C'est une activité qui est là. Et c'est se connaître. Socrate, connais-toi toi-même. C'est ça que ça veut dire aussi, je crois, là. C'est connaître cette espèce de mouvement, là, qui est là, l'activité qui est là, puis on est avec le processus d'identification, puis ça génère des vulnérabilités, puis des peurs, puis ça peut entraîner jalousie, envie, toutes sortes de souffrances inutiles. On observe ça. Ah, il y a une souffrance, on l'observe aussi, on l'accueille. Qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre au sujet de ce que je suis? Puis peu à peu, là, ça s'apaise, parce que les réflexes apparaissent. Là, ça se transforme. Les relations avec les autres se transforment. On le découvre. On découvre tout à coup que, voyons, comment ça se fait que cette personne-là... Et là, ça pourrait devenir un piège de l'ego. Hey, ma copine, sais-tu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle trouvait ça super intéressant d'être en ta présence. Ah, mais j'ai rien dit de la soirée. Mais là, j'ai juste écouté. J'étais présent. Mais la personne a senti que cette présence-là était là. Ça suffit. Ça change bien les affaires. Ce que j'ai retenu aussi de la conversation, c'est qu'on n'est pas ce qu'on possède. Non, On n'est pas les choses qu'on achète. non, Ça, c'est un gros point aussi, je pense. non. Encore là, la vulnérabilité est tellement grande. Si je m'identifie à ce que je possède, je m'identifie à ma voiture, puis tout à coup, je suis dans un stationnement, puis bang, il y a une bosse, parce que la personne a ouvert la porte. Hey, là, c'est la catastrophe. C'est plate, c'est décevant, mais je disparais pas. Sur le coup, il y a une réaction même de colère, bon, etc. Tout ça peut s'apaiser si je réalise que je suis dans une dynamique égoïque où je me suis identifié à ma voiture. Alors, donc, je ne sais pas ce que je possède. Je perds un objet, je m'identifie à un objet, un bijou, que je perds le bijou. Ah! Je suis disparu. Mais non. C'est pas de commencer à me convaincre que c'est pas grave. Non, c'est juste de découvrir ce qui se passe. Neurologiquement, là. Il y a eu une identification au bijou, là. Est-ce que je suis un bijou? De voir ce qui s'est passé, puis l'attention qui a été accaparée par ça, puis ramener dans le présent. Et là, ça s'apaise. Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, merci à toi, Isaac. C'était extrêmement agréable d'être avec vous autres. Ben, merci, c'était très intéressant de t'écouter, honnêtement. J'en ai appris beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller suivre un peu ce que tu fais? Oui, je ne vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je suis quand même sur LinkedIn. Puis j'ai un compte Facebook parce que il y a des publications de livres, etc., que j'informe les gens à travers les réseaux sociaux. J'ai un site Internet, www.tortue, T-O-R-T-U-E, marquis.com. On peut me rejoindre par mon site Internet aussi. Puis ils peuvent voir des choses aussi sur YouTube, etc. Là, en tapant mon nom, ils vont voir apparaître des conférences, des activités auxquelles j'ai participé. Excellent. Serge Marquis, merci beaucoup. Merci infiniment à toi.